Alors aujourd'hui, on va faire une petite surprise. Bonjour. On va faire un tandem. Un tandem avec Nicolas Postelvinet, qui est en train de prendre son... Et Nicolas et moi, nous avons collaboré sur la série de cours que vous avez auxquels vous avez pu venir, depuis la leçon inaugurale jusqu'à tous les 7 leçons. Et au cours de ces travaux-là, nous nous sommes connus de plus en plus. Il m'a beaucoup aidé justement à formuler la leçon inaugurale, la traduction des anglicismes, dans dans toute l'étendue possible des malentendus d'anglicisme au français. Beaucoup de contresens des fois que je fais et qu'elle a corrigé. Et donc, nous nous sommes dit qu'à la fin, pour la dernière lecture, il serait important quand même de parler des facteurs humains. Les facteurs humains qu'ils soient connectés à l'éthique de l'innovation, la perception de l'innovation, les réponses publiques à l'innovation. Et c'est quelque chose que Nicolas avait eu beaucoup d'expérience, parce qu'à un moment, il était directeur de la communication, directeur général de la communication au ministère de la Santé, donc il connaît bien toutes les inerties et les réponses exagéré ou pas exagéré de tous les composants du public, mais il est aussi médecin, il a été chercheur, il a été l'élève de Pierre Corvol et Joël Ménard dans le service d'hypertension. Donc il a une connaissance et du domaine recherche et du domaine médical, l'innovation et la communication. Et donc nous nous sommes dit que nous allons faire pour la dernière lecture une petite collaboration. Il a préparé vraiment son point de vue sur l'impact des facteurs humains sur les innovations biomédicales. Donc on va l'entendre et puis à la fin on aura un débat. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Nicolas. Merci. Merci Elias. Donc le propos que je vais proposer, c'est sur l'impact des facteurs humains sur les innovations biomédicales. Alors qu'entend-on par facteur humain? C'est suivant une définition, la contribution humaine au déroulement d'un événement ou d'un processus. Donc la notion de facteur humain est utilisée dans les domaines des ressources humaines, dans les sciences de l'éducation et bien sûr de l'accidentologie. Pour mémoire, Elias Zerouni l'a bien expliqué pendant ses cours, une innovation réussie, c'est un double processus. On a un processus de création, mais aussi une acceptation du marché. Donc en l'occurrence, dans notre domaine, nous avons deux groupes de citoyens, d'acteurs qui se font face ou qui travaillent ensemble. Ce sont d'une part les entrepreneurs, c'est-à-dire chercheurs et scientifiques, et d'autre part les utilisateurs, c'est-à-dire médecins et patients. Alors ces deux groupes peuvent soit favoriser, soit freiner l'innovation. Quand un chercheur, et je vous rappelle qu'Elias les avait qualifiés d'artistes, ils font preuve de créativité, ils ont une énergie, un pouvoir de conviction, ils travaillent aussi avec rigueur et là ils favorisent l'innovation. Les utilisateurs, médecins, patients, au contraire, peuvent connaître des craintes, des défiances et freiner l'innovation. Et ça se passe aussi dans l'autre sens. Un chercheur qui serait tenté par la fraude ou qui manquerait de rigueur dans son travail ne fait pas progresser dans le bon sens les processus innovants. Et à l'inverse, les utilisateurs, quand ils font preuve d'espoir, autant de qualité humaine, de confiance, mais aussi quand ils revendiquent des choses, voire, on va donner un exemple, quand ils éprouvent des sentiments d'injustice, eh bien, on va voir qu'ils peuvent pousser l'innovation. Donc, je vais donc parler dans ce cours de l'influence des patients. On va évoquer le problème des craintes vis-à-vis de l'innovation, qui sont très importantes. On va parler des facteurs humains qui pourraient intervenir dans le scénario de la médecine du XXIe siècle que nous a proposé Elias dans les cours précédents. Chemin faisant, on va parler un petit peu des problèmes de médiatisation, une question sur la régulation, et enfin, on laisse la place à la discussion. Premier exemple, ce sont les patients qui favorisent l'innovation. Alors, tous ces patients, ils n'agissent pas seuls, ils agissent dans un groupement, dont le mot anglais est empowerment, et c'est le procédé permettant d'augmenter la capacité des individus ou des groupes à faire des choix et de transformer ces choix en actions et événements souhaités. Et c'est pour l'histoire récente, dans les premières associations de patients, que cette force s'est exprimée au mieux. Ils ont d'une part revendiqué des soins, des informations, et ces informations, ils les revendiquaient pour revendiquer des choix éclairés, ils voulaient être acteurs de leur propre démarche, ils voulaient revendiquer des droits, mais aussi, on va le voir, ils ont sollicité la recherche,
Ils ont su contribuer à obtenir des fonds, participer à des essais cliniques et même collecter du matériel biologique. Ce n'est pas exactement nouveau et au Collège de France, ces thèmes ont déjà été abordés, notamment par 3 enseignements. Christine Petit, en 2002, avait parlé de l'analyse génétique de la surdité héréditaire et bien expliqué que ce sont les collaborations avec les familles qui ont fait progresser la recherche. Même chose dans l'ataxie de Friedreich, et Jean-Louis Mandel a bien expliqué qu'au départ, c'était des neurologues très proches d'une association de patients qui avaient posé les problèmes scientifiques qui ont abouti 10 ans plus tard à l'identification du gène. Et puis bien entendu, l'enseignement l'année dernière de Peter Piot sur le VIH était exemplaire du rôle des patients, c'est bien connu. Ici, je vais juste développer quelques vues sur les maladies rares, où là, les patients ont eu un rôle extrêmement important. Alors d'abord, dans la définition même de maladie rare, il n'y a pas de définition nosologique du terme. Ça n'a pas de sens au point de vue schématique et thématique, puisque ce sont autant de choses dispersées. Mais ça a un sens pour l'action des patients, et c'est eux qui ont créé finalement et fait émerger cette nouvelle entité qui a résulté du rôle croissant des patients, et ces patients qui ont trouvé une écoute politique au sens institutionnel du terme. On a donc vu apparaître des patients experts, ce sont ces patients qui ont finalement parfois plus de qualifications et de compétences qu'un médecin non spécialisé. Et donc tout ça s'est regroupé en processus participatif avec en gros 2 choses. Aux États-Unis, la NORM, National Organization for Rare Disorders, qui regroupe plus de 1200 associations, et Eurordis en Europe, qui regroupe plus de 1600 associations, regroupant elles-mêmes environ 25 000 patients, si vous donnez un ordre d'échelle. Dans leurs premières actions, dans les années 70, ça a commencé, ces patients se sont regroupés pour dénoncer un certain désintérêt des compagnies pour le développement des médicaments dits orphelins. Et donc finalement, ce sentiment d'injustice, ce manque de visibilité, qui est un facteur humain, les ont poussés à faire avancer le système. Et ça a été tellement loin qu'ils ont su prendre un rôle dans la régulation du marché des médicaments orphelins. Dans le dernier cours, Elias avait rappelé l'exemple du développement accéléré d'un antibiotique dans la mucoviscidose. Et même aux États-Unis, il y a eu une étape législative avec l'Orphan Drug Act de 1982 qui a vraiment permis d'être à l'écoute en termes de régulation et de développement du médicament sur les médicaments orphelins. Et puis on sait que les associations jouent un grand rôle dans le soutien financier de la recherche. Ils ont importé, pour ce qui est de la France, des États-Unis ces techniques de médiatisation, et le Téléthon avec l'AFM en est un exemple. Quand on regarde les publications scientifiques, ce rôle des patients est maintenant marqué quand il a lieu bien sûr, marqué dans les publications, et on voit qu'il y a des remerciements, les 2 flèches bleues que je vous indique. Donc dans des publications notamment en génétique, les familles sont remerciées pour contribuer à la collecte des cas, pour contribuer au prélèvement, et également que ce soit cutané ou sans maintenant. Mais l'exemple le plus marquant, c'est celui qui a été noté par Francis Collins en 2004 comme la preuve du rôle croissant des patients. C'est la capacité d'une mère de famille à fonder une entreprise et d'arriver à s'imposer comme co-inventeur d'un brevet dans le xanthome pseudo-élastique. Donc là, on n'est plus simplement dans la participation, collecte, information, revendication des droits, mais ils sont rentrés de plein pied dans le système de l'innovation. C'est absolument remarquable. Voici pour les maladies rares, 2e cas où des facteurs humains vont influencer sur le débouché de l'innovation médicale. C'est l'exemple de l'insuline et du génie génétique. Qu'est-ce qui se passe ? En 1978, Eli Lilly et Genentech s'associent et ils veulent une insuline sans impureté protéique, produite par génie génétique. On met $1 milliard sur la table. En 1982, nous avons un succès scientifique, apparaît sur le marché l'humuline, c'est-à-dire le premier produit issu des nouvelles technologies. On met sur le marché avec un prix de vente de 25% supérieur que les insulines classiques. Est-ce une innovation pleinement réussie ? Un professeur à Harvard, Christensen, s'est posé la question et a analysé ce cas. En fait, le succès commercial n'a pas été au rendez-vous. C'est-à-dire que rétrospectivement, on s'est aperçu que les patients diabétiques n'étaient pas plus demandeurs que ça d'une insuline 100% pure. Finalement, ils étaient assez satisfaits de l'insuline de porc. Mais pendant ce temps-là, un constructeur danois inventait une autre innovation, mais concernant non pas la qualité de l'insuline dans le dispositif, mais la façon de l'administrer. Et il crée un stylo à insuline
qu'ils vendent avec un prix de 30% de plus par unité d'insuline, et c'est un succès commercial. Et ce laboratoire européen a pris des parts sur le marché de Eli Lilly. Donc là, ce sont les consommateurs, les patients consommateurs, qui ont finalement, sur le plan de la diffusion et du marché, ont battu le génie génétique. C'est quand même assez extraordinaire. On ne peut pas échapper à une discussion, donc je vais vous donner quelques exemples sur la crainte de l'innovation. Et là, ce ne sont plus les patients isolés qui sont en jeu, c'est une chaîne de patients, de journalistes, voire de juges. Et il faut retenir, on en reparlera à la dernière diapositive, que cette crainte de l'innovation, elle est fortement médiatisée et du coup, elle a une grande visibilité, elle est ancrée dans les mémoires. 4 exemples. On a fait, dès l'invention des rayons X, exactement 5 ans après, on a voulu lutter contre les teignes, une maladie fongique du cuir chevelu, par radiothérapie. On prenait les enfants, on traçait sur une ligne les régions à radiothérapie, on faisait la radiothérapie, ensuite un petit pansement, et 25 jours plus tard, il y avait une alopécie en plaques due au rayon X, et on avait traité les teignes. On y reviendra tout à l'heure. Deuxième exemple extrêmement connu, ce sont des images que vous connaissez. On propose sur le marché un sédatif, on propose aux femmes enceintes de prendre la thalidomide notamment en titre d'anti-nauséeux, commercialisé en 1957. Hélas, le médicament est tératogène, malformation des membres, on le retire en 1961. Pour remarque, le médicament là fait une réapparition sous une forme différente, dans un contexte évidemment différent, car c'est un médicament qui a des propriétés sur l'angiogénèse. Troisième exemple, que je ne détaille pas, mais vous le connaissez tous, c'est l'affaire du sang contaminé, qui s'est produit en France, au Canada, en Chine, aux USA. Enfin, le drame de l'hormone de croissance. On a une production d'un produit thérapeutique par extrait d'hypophyse sur des cadavres. Hélas, ce faisant, en raison de l'intervention de prions pathogènes, on crée des cas de Creutzfeldt-Jakob. Mais qu'est-ce que peuvent comprendre le public de ces 4 affaires ? On est sûr que les victimes demandent une réparation. Mais comment faire la part de ce qui ressort de la malchance, de l'ignorance, de l'erreur, de la négligence, de la fraude ou du crime ? Extrêmement difficile et confus. Pour la radiothérapie des teignes, en fait, c'était l'excès de confiance des prescripteurs dans une technique. On a ignoré que des années plus tard, on favorisait des cancers du cerveau et de la thyroïde chez ces enfants. Pour la thalidomide, on s'est heurté à un problème d'évaluation insuffisante du produit et une inefficience du modèle animal. Vous vous souvenez que dans les cours précédents, cette problématique du modèle animal qui ne répond pas à toutes les attentes, notamment en safety, a été évoquée souvent. En plus, il y a eu un défaut de surveillance post-marketing, donc ça a un impact sur les instances de régulation ensuite. Le sang contaminé, vous le savez, grosso modo, disons ici qu'il s'agissait d'une erreur humaine. Et quant à l'hormone de croissance, eh bien, quand on a commencé à donner aux enfants l'hormone, on ne savait pas que les prions existaient, et donc on voit mal comment on pouvait à l'avance échapper au Creutzfeldt-Jakob. Je voudrais remarquer aussi que dans la prescription d'un produit innovant, à l'époque l'hormone de croissance, il y a toujours un couple entre des médecins qui prescrivent, mais aussi des patients qui demandent l'innovation. Et les familles qui avaient des enfants soit frappés de nanisme, soit vraiment extrêmement petits, étaient très demandeurs de ces produits. Juste une aparté pour montrer la complexité du problème sur la défiance de l'innovation, et quand on doit juger d'erreurs, c'est que, en tout cas pour la France a un système judiciaire qui est capable de prendre parti, qui est capable de dire que le vaccin de l'hépatite B a été le déclencheur de la maladie. Ça, c'était dans un jugement de 1998. Et pourtant, l'expertise médicale ne prouve pas qu'il y ait un lien certain, solide, en tout cas certainement pas pour un cas, entre la vaccination et l'hépatite B. Donc, que voulez-vous qu'un public retienne à partir du moment où la justice prend position et que la communauté scientifique en a une autre? On est dans cette crainte de l'innovation, dans une problématique de très grande complexité. C'est d'autant plus complexe que si on doit juger scientifiquement d'une erreur ou d'un processus, ça prend du temps. Il y a le temps de l'expertise et il y a aussi la possibilité d'induire des incertitudes. Ces incertitudes que l'on sait modéliser, mais c'est extrêmement difficile. À l'inverse, les médias adoptent un rythme très rapide, même immédiat à l'heure de l'Internet, et donc on est capable de lancer un message de défiance de façon totalement immédiate
et pour lequel il est extrêmement difficile de réagir après. Et ça a là encore été très souligné par Elias Zerhouni. Le manque de standards d'acceptabilité commune des risques favorise les gestions émotionnelles et des décisions irrationnelles. Ça, c'est un point extrêmement important, car nos sociétés devront progresser là-dessus. Toujours dans l'explication de la complexité des choses, je voudrais donner 2 exemples sur les interactions entre les médias scientifiques et les médias grand public, l'un sur l'insuline, l'autre sur la vaccination. Est-ce qu'on peut croire les journaux ? C'est important parce que nos jugements dépendent des journaux, y compris pour le professionnel de ces journaux scientifiques. Le 14 janvier 1922, c'est le premier article mondial qui montre que l'insuline existe. C'est au Canada, au quotidien de Toronto. Les chercheurs concernés ont été très troublés parce qu'ils ont jugé cette publication prématurée. Le quotidien en question récidive devant l'importance, pense-t-il, de son scoop, et en mars 1922, il titre en une nouvelle fois des médecins torontois sur la voie d'un traitement du diabète. Et donc les chercheurs n'ont pas eu d'autre possibilité que d'accélérer leur propre publication scientifique dans la revue professionnelle concernée. Un petit peu comme si, parallèlement pour notre époque, des associations de patients voulaient un développement plus rapide des médicaments qui se fait en 4 phases. Donc on a une possibilité des événements publics d'accélérer le cours des choses. Et voilà, en 1922, dans la presse, ce type de photo apparaissait. C'est une petite fillette avant et après traitement par insuline. Et les professionnels de santé, en 1922, n'ont pas cru, les journaux grand public, ils n'ont pas cru que c'était possible. Il a fallu qu'à la fin de l'année, l'American Medical Association publie un rectificatif que je vous lis car il est extrêmement intéressant puisque là, on a des professionnels qui sont obligés de dire « écoutez, il faut croire les journaux grand public », ce qui est quand même l'inverse de nos idées préconçues. Donc je lis « Les résultats de l'insuline rappellent le boniment des enchanteurs, des vendeurs d'huile de serpent et des élixirs miraculeux qui vantaient leur drogue sur la place du village. Mais cette fois, il s'agit de témoignages scientifiques prudents et altruistes qui n'ont rien à vendre. C'est absolument véridique. » Donc, premier exemple d'interaction avec la presse. Un deuxième vient d'être donné pour continuer à nous troubler. Cette année, le Lancet a retiré un article ancien qui datait de 1998 et qui montrait des relations sur 12 cas d'accidents dus au vaccin ROR, rougeole-oreillon-rubéole, en rendant possible ou suspicieux des cas notamment d'autisme. Et là, l'aventure est absolument extraordinaire, puisque c'est un journaliste grand public anglais qui a fait l'enquête sur ces 12 cas. Et non seulement il s'est aperçu que ces 12 cas n'étaient pas bien documentés, qu'il y avait même des trucages dans les résultats, mais qu'en plus l'auteur, qui est un médecin qui s'appelle Wakefield, était en lien de conflit d'intérêts payé par une association de patients. Association de patients qui étaient des anti-vaccionnistes et qui ont voulu produire des résultats erronés pour donner la défiance au vaccin. Donc c'est vous dire si c'est extrêmement troublant pour nous scientifiques, parce que si on a de temps en temps dans le Lancet des articles qui sont piégés et qu'on retire que 10 ans après, ça ébranle un peu notre confiance, il faut le savoir. Heureusement, formidable décision nord-américaine, vraiment qu'il faut saluer, en 1997, nous avons accès facilement à la publication scientifique mondiale grâce à Medline. Et là, c'est vraiment un cadeau qu'on a reçu notamment du président Al Gore, car on utilise ça tous les jours. Et fait très important, souligné par Al Gore à ce moment-là, le grand public peut avoir accès à cette banque de données gratuitement. Juste une aparté, je n'ai pas résisté avant de développer les autres parties, de parler d'une innovation dans la façon de produire de l'innovation, et vous allez le voir, de le produire avec des facteurs humains. C'est ce qu'on appelle l'info-épidémiologie ou encore la surveillance électronique des maladies. Alors, cette info-épidémiologie se définit comme la science de l'élaboration et la diffusion de l'information par voie électronique, et notamment Internet, dans le but d'informer ou d'éclairer les acteurs ou politiques de santé publique. Comment ça marche ? Avec une petite remarque, ce dessin, cette caricature date de 1892. On a un médecin qui lit les comptes rendus de grippe journaliers dans le quotidien à Londres et qui se lamente auprès de sa femme en disant « Ma chérie, on aura sans doute une faible épidémie cette année. » Sous-entendu, les revenus ne seront pas très importants. Mais tout ça pour dire que la préoccupation des professionnels de santé de lire le plus rapidement possible l'évolution des épidémies est quelque chose de tout à fait ancien. Mais ce qui est totalement nouveau et fascinant, c'est cette utilisation de l'électronique.
Prenez la circulation d'un virus, donc la courbe supérieure en rouge, qui monte jusqu'à un pic épidémique et qui redescend. Quand un virus circule dans une société, des facteurs humains se mettent en branle. D'abord les patients, ensuite les médias interviennent rapidement, je l'ai dit, et les professionnels de santé réagissent. Les patients, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Google, ils s'envoient des SMS en disant « j'ai de la fièvre, je ne peux pas aller au travail, comment on traite mon enfant ?» Et donc il y a une première activité très précoce dans le temps. Vous voyez en bas, en jaune, c'est la ligne du temps. Ensuite, les réseaux sociaux se mettent en branle et les médias font leur premier reportage sur des épidémies qui pourraient arriver. Et la science, elle, est décalée dans le temps, et c'est bien normal, parce qu'il faut des médecins sentinelles qui valident les symptômes, et très important, il faut des résultats aboutis de prélèvements virologiques qui ne peuvent arriver par définition qu'après. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que l'informatique est capable d'agréger cette espèce de désordre humain en ordre, et quand on voit les pics d'activité, soit de recherche sur Internet, soit les comptes rendus des réseaux sentinelles, soit les résultats de prélèvements virologiques, on a une coïncidence dans le temps de ces trois sources d'information. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est au début, c'est de la recherche, mais pour l'instant, ça a l'air solide, et vraisemblablement, la gestion des épidémies futures gagnera beaucoup de ce type d'informations. J'en viens maintenant à reprendre un petit peu ce que Elias Zerhouni nous a expliqué sur la médecine du XXIe siècle, et je vais vous donner quelques exemples où finalement un facteur humain va s'imposer comme acteur dans le scénario. Alors cette médecine, vous vous en souvenez, elle est personnalisée, elle est prédictive, elle est participative, elle est préemptive. Donc moi je parlerai un tout petit peu de la prédiction des biomarqueurs et aussi éventuellement de certains tests, et puis bien sûr le vaccin qui est quand même un outil extraordinaire de préemption. Là encore, Elias nous avait expliqué que plus on intervient tôt dans une maladie, vous vous souvenez, il y a 3 phases d'une maladie, la phase préclinique, la phase de tolérance, la phase d'intolérance, et plus on intervient tôt, on a un bénéfice de santé additionnel, vous vous souvenez dans ces cours de cette diapositive. Donc le médecin, en ce moment, il intervient là un petit peu trop tard, on répare les pots cassés, ça coûte cher, c'est tard. Ensuite, on essaye de venir, avec certains biomarqueurs, on va essayer de venir quand la douleur apparaît à peine, et puis dans la préemption, on va le voir, on intervient avant même que la maladie ne s'exprime. Donc les biomarqueurs, premier outil, il permet de détecter à un stade moins avancé la maladie. Et là où les choses se compliquent, c'est que ce biomarqueur va s'avérer très utile si on dispose d'un traitement efficace et validé, mais de problématiques extrêmement complexes dans le cas contraire. Et avec 3 exemples rapidement, la mesure de la pression artérielle, la sérologie HIV et le dosage du PSA, je voudrais vous montrer comment un fait biologique, une donnée quantitative, se transforme, suivant le contexte thérapeutique ou non, en une décision sociale qui peut être différente. Une seule diapositive pour rappeler la situation de l'hypertension artérielle. On sait mesurer la pression artérielle simplement à partir de la fin du XIXe siècle. On n'avait pas d'autres méthodes avant, il fallait couper les jambes, ce n'était pas pratique, c'était de la recherche. Donc on invente un brassard. Les assureurs sur la vie nord-américains, de façon absolument extraordinaire, font un travail épidémiologique de très grande qualité. Et dans le JAMA, une fois en 1915, une fois en 1917, ils démontrent que plus forte est la tension et plus grand est le risque. En d'autres termes, les hypertendus meurent plus vite. Et c'est seulement, je vais simplifier évidemment les dates, que dans les années 60-70, on a à disposition des médicaments qui changent véritablement le destin des patients hypertendus, notamment les diurétiques. Eh bien, qu'est-ce que le marqueur de la pression artérielle, qui ne sont que des millimètres, intervient suivant le contexte? Tant qu'on est avant l'ère thérapeutique, eh bien, un patient hypertendu se voit exclu du bénéfice de l'assurance. Autrement dit, le marqueur est quelque part pour lui une perte de chance sociale. Quand les traitements arrivent, on change de braquet, on a la chance de pouvoir être traité. Et maintenant, et là ce que je vais vous dire n'est absolument pas validé, mais on rentre dans une phase de préemption, c'est-à-dire qu'on voit apparaître des essais thérapeutiques pour proposer des molécules antihypertensives à des patients normotendus, jeunes et normotendus. Donc ce n'est pas validé, il est possible que cette tentative soit décevante, mais vous voyez comme un marqueur peut être lié à une utilisation des traitements de façon très différente. Sérologie HIV, on observe un petit peu le même processus.
Vous vous souvenez que c'est en 83 qu'on a découvert le virus. 85-86, nous avons les sérologies qui vont permettre de faire les tests. L'AZT arrive en 87 et maintenant, aujourd'hui en France en tout cas en 2010, nous sommes dans une période où nous proposons un dépistage en population générale beaucoup plus large de l'infection. Donc au départ, c'est un peu le même processus. Nous sommes dans un processus d'exclusion extrêmement sévère quand on fait le diagnostic mais qu'il n'y a pas de traitement. Après, quand les traitements sont très acrobatiques, on craint une stigmatisation des patients qui ont des vies extrêmement complexes. Nous vivons aujourd'hui des périodes où l'infection à VIH est devenue une maladie chronique et maintenant il y a des essais thérapeutiques pour essayer, dans un but de limitation de la contagion, la chimioprophylaxie à des individus très faiblement immunodéprimés. Donc là encore, un biomarqueur, évolution de la thérapeutique et signification sociale différente. Et maintenant, je vais prendre une controverse. Le controverse, c'est le dosage du PSA qui intervient, on va le voir, disons, entre le stade préclinique et le tout début des symptômes, suivant les points de vue. Un test, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui vous dit, oui, il y a présence d'une maladie, non, il n'y a pas la présence d'une maladie. Ce test vous fait ce partage avec des qualités qui peuvent être différentes, et donc il y a des tests qui peuvent sous-estimer la probabilité d'avoir la maladie, au contraire le surestimer. C'est un problème là de fiabilité technique. Quand un patient ou un individu a un test négatif, se pose juste le problème de à quand le refait-on ? Et là, on ouvre quand même souvent un gouffre de questionnement de santé publique, parce que quand on a un test positif, ok, mais dans combien de temps on le refait ? Quand on a un test positif, la logique est de déboucher vers des attitudes qui vont, somme toute, permettre d'accéder au traitement. Et là où c'est compliqué, c'est quand les traitements, et en l'occurrence le traitement dans mon exemple du cancer de la prostate, fait débat entre les uns urologues qui disent qu'il est utile et beaucoup d'autres qui disent qu'ils font plus de dégâts que de bien, on rentre dans une problématique très complexe. Cette problématique très complexe, c'est deux questions. Quelle information préalable fallait-il donner au patient ? C'est-à-dire qu'avant de faire une intervention précoce, eh bien, on a le devoir d'informer que si jamais c'est positif, on va déboucher sur des solutions qui peuvent être rudes. Et enfin, et c'est la diapositive qui suit, qui demande le test et le patient ? Vous vous souvenez que la médecine va être participative. Et alors, dans le cancer de la prostate, quelle est cette participation ? C'est la confrontation de deux points de vue. Vous avez un raisonnement public, un raisonnement privé. Le raisonnement public, c'est le professionnel qui croit en l'utilité du test et qui va proposer donc aux individus dans la bonne tranche d'âge de faire ce test, voire jusqu'à monter des campagnes d'incitation. Et puis, en aparté, c'est bien démontré notamment aux États-Unis, les médecins prescrivent sous une prescription juridique, parce qu'à partir du moment où un patient demande un test, le refuser, c'est se mettre en risque de procès. Ah oui, mais docteur, vous m'aviez refusé le test. Donc, on a un raisonnement qui va dans un sens. Le vécu du patient, lui, c'est très net dans les enquêtes. Si la famille atteint d'un cancer de la prostate, ou des amis, ou s'il est sensible à des campagnes, dans plus de 40% actuellement, ils sont demandeurs du test. Mais nous sommes demandeurs d'un test de médecine à un stade précoce de la maladie, mais le problème, c'est que les experts ne se mettent toujours pas d'accord sur ce que devraient être les solutions thérapeutiques. Les choses ne vont pas se simplifier, puisque aujourd'hui, ce type de tests sont disponibles par Internet pour moins de 20 € en France. Donc la liberté du patient de choisir, d'intervenir précocement sur les maladies qu'il pourrait avoir dans la vie va grandissant. C'est pas cher, c'est accessible, c'est confidentiel. Prenons un exemple. Une étude hollandaise récemment s'est intéressée aux autotests. Il y a encore très peu d'études en partant comme postulat que les autotests sont des phénomènes nouveaux qu'on ne peut ignorer. En gros, il y a 25 situations médicales dans ces tests, et je ne vous parle pas des tests génétiques qui seraient encore une autre chose, cholestérol, diabète, maladie rénale, infection urinaire, HIV, chlamydia, cancer de la prostate, etc. Je l'ai dit, au point de vue technique, leur sensibilité et leur sensitivité sont mal connues. La fréquence d'utilisation est peu connue, on ne sait pas ce que font les gens chez eux, notamment quand ils achètent les choses sur Internet. Les auteurs disent qu'elles seraient fréquentes en Hollande, mais ils ne donnent pas de quantification, qui ne doit pas être possible d'ailleurs. Et enfin, l'impact sur les comportements est mal connu. Je n'ai pas le temps de développer, mais il y a des études pour essayer de deviner ce que font les personnes testées en cas de résultats positifs ou négatifs.
En tout cas, les auteurs concluent, un article tout à fait récent, impossible de dire si les autotests doivent être encouragés ou pas. Raisonnons pour le VIH. Le test du VIH en autotest, c'est un autodiagnostic. Il y a des arguments pour dire que ça peut être intéressant, des arguments pour s'en méfier. Pour, favoriser finalement le diagnostic de sérologie positive, d'infection à VIH, c'est un élargissement du nombre de sujets connaissant leur statut, ce qui, en matière de prévention de la contamination, peut être tout à fait positif. On peut dire aussi que ça va améliorer l'accès au traitement par le diagnostic précoce. On peut se dire aussi que c'est une façon aussi d'être facile d'emploi, et des paramédicaux peuvent facilement utiliser ces tests qui sont soit salivaires, soit sur prélèvement capillaire. Le contre, c'est une nouvelle terrible que d'avoir une séropositivité. Donc, qui va accompagner le patient? Quel conseil lui donner si jamais il y a un résultat positif? Qui va surveiller ce que fait la personne chez elle et va vérifier qu'il n'y ait pas une erreur technique? Quelle est la fiabilité des tests commercialisés? Et enfin, pourquoi ne pas craindre une influence de proches qui n'ont rien à voir avec le monde médical, qui seraient par exemple les assureurs ou la famille, qui imposeraient à l'enfant, la fille, etc., de se faire tester? On rentre dans des contextes où, effectivement, on peut tout à fait se méfier de l'arrivée de ces autotests. J'en ai fini avec les exemples des autotests, et j'aborde maintenant la véritable préemption qu'est la vaccination. Qu'est-ce qui se passe quand les facteurs humains s'en mêlent? On a eu malheureusement ou heureusement, on va le voir, une démonstration avec la vaccination contre la pandémie grippale de l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, on a craint l'épidémie. On a donc attendu fortement le vaccin. La grippe espagnole revient, etc. Tout le monde était demandeur dans le monde entier. Mais un vaccin, ça se fabrique. Et c'est compliqué de fabriquer un vaccin. D'abord, il faut isoler la bonne souche, ce qui a été fait de façon extrêmement rapide et performante dans le cas du virus AH1N1. Il faut l'envoyer à l'OMS qui la certifie, qui l'envoie ensuite aux laboratoires qui vont fabriquer le vaccin. Une fois que les vaccins sont produits à des échelles mondiales, ce sont des prouesses techniques, quand il faut faire vite, il faut attendre les avis réglementaires pour que les agences de régulation autorisent sa commercialisation. Et puis une fois qu'on a les paquets dans l'usine, il faut les distribuer sur les lieux de vaccination. Il y a un délai actuellement incompressible de plusieurs mois, 7 à 9, Elias me corrigera si cette fourchette ne va pas, mais ça s'est passé de façon remarquable pour la pandémie grippale. Ce sont des prouesses techniques qui ont été faites, y compris jusqu'à l'isolement des premiers cas. Hélas, 7 à 9 mois suffisent pour que l'opinion publique se renverse. On a eu des doutes sur la sécurité. Le Guillain-Barré est devenu un phénomène célèbre, la narcolepsie est devenue un phénomène célèbre. Pour l'anecdote, un communiqué du ministère, de l'AFSAP ce matin parle encore de la narcolepsie, c'est vous dire l'actualité du sujet. Et là, phénomène naturel pendant ce temps-là, qui est à prendre en compte bien sûr, le virus s'est avéré, certes très contagieux comme prédit, certes se répandant à une vitesse folle sur toute la planète comme prédit, mais moins virulent que prévu. Mais pas innocent pour autant. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a une innovation qui n'est pas utilisée. Faible pourcentage de personnes vaccinées. On a eu des stocks sur les bras. Grand regret pour les professionnels de constater que les professionnels de santé ne se vaccinent pas assez. Or, ces infections se transmettent dans les hôpitaux, donc on a un vrai problème. Même chose pour la rougeole dans le monde et en France actuellement. Et les taux de vaccination ont été quand même très décevants. Les plus mauvais élèves, Belgique, France, Allemagne, c'est au mieux 10%. USA, Pays-Bas font mieux entre 20 et 30%. Canada est intermédiaire. Et les seuls, entre guillemets, pays qui ont eu des taux de vaccination, c'est-à-dire d'acceptation d'innovation, c'est 45%, 64% pour la Norvège et la Suède. Donc c'est extraordinaire. On a une innovation, on sait la faire, et c'est un facteur humain qui fait qu'elle n'est pas acceptée. Et quel est ce facteur humain? Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien. D'abord, on pense qu'il y a un impact des mouvements anti-vaccinaux. Pas question d'en faire l'historique ici. C'est une question, la question est posée, mais personne ne sait vraiment répondre. On ne connaît pas leur ampleur. Et quand on fait des enquêtes comme celle parue récemment dans le New England, on voit que ce qui compte par rapport à la défiance du vaccin antigrippal, c'était en fait le comportement précédent des personnes vis-à-vis des vaccins. Pour faire très court, les personnes qui se vaccinaient régulièrement contre la grippe les années précédentes ont accepté cette vaccination supplémentaire. Et là, on a une réflexion importante qui a été publiée également à la fin de cette pandémie, c'est que on a le problème de l'acceptation versus la technique. Et finalement, le défi de l'innovation, il n'est peut-être pas que technique. Je lis ces deux citations du New England.
améliorer l'acceptation du public pour la vaccination pourrait être plus difficile que de relever les défis techniques pour produire rapidement de grandes quantités de vaccins sûrs et efficaces. Deuxième citation. La science qui pourrait nous clarifier la manière avec laquelle nous devons informer et motiver le public est gravement sous-développée. Sans cette connaissance, il sera impossible de transformer les avancées biomédicales en actions concrètes. C'est très important. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut proposer des régulations supplémentaires, notamment pour pallier ce qui serait des faiblesses humaines? Pas sûr. C'est compliqué. Je ne fais que lister quelques exemples sans prendre parti. Le vaccin, vous pouvez d'abord informer, et puis après, vous pouvez obliger. Informer, on a vu l'importance, et ça avait été dit aussi dans les cours précédents, que les acteurs de l'information doivent être clairs dans leur positionnement par rapport aux intérêts de ce qu'ils annoncent. C'est tout à fait important, c'est en train de bouger, il y a des avantages, des inconvénients, mais on ne peut pas passer sous silence une telle discussion. Quant à l'obligation, phénomène extrêmement complexe, il est clair qu'il faut faire la différence entre l'obligation vaccinale de professionnels et de citoyens. Un militaire, un médecin dans un hôpital, un pompier n'a pas le même devoir vis-à-vis de la société par rapport aux maladies infectieuses qu'un citoyen qui est libre de son choix. Mais c'est un sujet, en tout cas pour la France, on n'ose absolument pas l'aborder au niveau des autorités publiques. Peut-être il va falloir y revenir. Les autotests, j'en ai parlé, en ayant en tête, certes, les 25 autotests avec prélèvement capillaire ou salivaire, mais aussi les tests génétiques qui commencent à arriver, pour lesquels je n'ai donné aucun détail. Mais est-ce qu'il faut qu'on essaie de réglementer l'information? Point d'interrogation. Est-ce qu'il faut qu'on réglemente la fabrication? Ce n'est pas le cas, mais pourquoi pas. Ou est-ce qu'il faut qu'on réglemente les modes de commercialisation, et notamment sur Internet? Point d'interrogation. Je vais juste développer la problématique des dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux, à l'inverse des médicaments, ce sont ces appareils ou techniques qui sont proposés dans un but de santé. Alors, premier constat, mettre sur le marché un dispositif médical, ce sont des contraintes infiniment moins importantes que pour le médicament. Mais vraiment infiniment moins importantes, je vais vous donner un exemple. On pourrait donner en détail le cas des appareils d'automesure de la tension. Il faut savoir que maintenant, dans les pays occidentaux, on est entre 30 et 50% d'utilisateurs parmi les hypertendus, et on pourrait détailler ou commenter l'absence de régulation de ce marché. Mais je vais vous parler de l'ablation de la radiofréquence pour être dans la science en train de se faire. Premièrement, les premiers essais de radiofréquence sont faits en 2003, et les commentateurs ont remarqué que la commercialisation était rapide, sans preuve, sans procédure. On a juste montré que c'était capable de détruire le tissu tumoral hépatique. Et je vais détailler le cas de la dénervation rénale, qui est un traitement qui vient d'être commercialisé et qui a été essayé depuis maintenant 1 an et demi seulement. On peut baisser la pression artérielle de certaines personnes en allant détruire des nerfs qui se trouvent autour de l'artère rénale. Ce n'est pas très compliqué, on enfile un petit cathéter dans une des artères, on monte ce cathéter qui est doté d'une petite sonde au niveau de l'artère rénale, on appuie sur le bouton qui, comme le micro-ondes de votre cuisine, ça chauffe, et en retirant progressivement la sonde, en faisant tourner, on détruit cette innervation. Et ça marche. Le premier essai paru juste pour la preuve de concept dans Lancet en 2009 montre qu'il y a un effet sur la pression artérielle. Et nous sommes aujourd'hui à une période de commercialisation. Oui, mais quelle a été l'évaluation? Ça n'a rien à voir avec le médicament. L'évaluation, c'est 52 patients. On a un recul qui ne date que de 6 mois. On peut tout à fait discuter, je ne vais pas le détailler ici, mais la faiblesse méthodologique de la première publication des essais. Et puis, on ne sait absolument pas ce que ça donne en termes de finalement ce qu'on cherche, c'est moins de maladies, moins de morts. Donc, ok, c'est commercialisé, mais s'il n'y a pas de suivi, de sécurité, qui va compter les accidents? Qui va compter? Alors que pour le médicament, c'est complètement fait. À quel type de patient on va le proposer? Quel type de bénéfice on recherche? Une baisse de la tension 1 mois plus tard, 6 mois plus tard ou 10 ans plus tard? Et puis combien ça coûte? Qui en profite? Ces questions sont toutes ouvertes. Et ça, c'est juste pour conclure 3 diapos et une diapo de fin. Vous avez une innovation qui arrive sur le marché. Au tout début, mettons que ce soit la période d'évaluation, les essais, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais hop, elle est commercialisée.
on arrive à un plateau où l'utilisation est appropriée. Mais un cas de figure possible, c'est de dire qu'on l'utilise trop. On l'utilise trop parce qu'on a trop confiance. Je l'ai dit tout à l'heure, autant les patients que les médecins. Les exemples sont très nombreux. Reprenez les 4 exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. On a eu trop confiance, par exemple, dans la radiothérapie des teignes. Attrait financier. Il y a des tas de techniques qui profitent aux prescripteurs. Et tout ce qui est device de stent ou la dénervation rénale, celui qui propose s'enrichit quand il n'est pas dans un centre universitaire où les salaires sont ouverts. Mais dans les cliniques spécialisées privées où on pose des devices, des dispositifs médicaux, eh bien, on a tendance à vendre aux patients ce qui rapporte. C'est la vie. On peut aussi craindre le mésusage par manque de formation. Une technique nouvelle, performante, peut être formidable dans des mains très expérimentées, mais quand elle se diffuse, on passe à des opérateurs un peu moins performants. Et enfin, le manque d'évaluation, et ce n'est pas une opinion personnelle qui est dénoncée dans la littérature, notamment par le Balliot Group, est problématique. Pourquoi cette énorme contrainte qu'on a sur le médicament au point de rentrer en compétition sur éventuellement certains développements et d'inhiber des investisseurs? Pourquoi pour les devices, alors à l'inverse, de travailler sans filet? Et puis, dernier événement qui peut se passer dans l'innovation, c'est que tout d'un coup peut arriver un traitement médical alternatif parfaitement performant. À ce moment-là, il faudrait arrêter tout de suite de l'utiliser, l'autre technique. Eh bien non. Là, il y a une inertie comme un bateau qui est lancé et on utilise trop parfois, mais pour des raisons humaines aussi. La radiothérapie a été pratiquée encore 10 ans après l'invention du médicament l'antifongique. 10 ans de perdu. Pour une technique qui s'appelle la sympathétectomie, que Joël Ménard, qui est dans la salle, connaît par cœur, on faisait une intervention chirurgicale pour baisser la pression artérielle, mais quand les diurétiques sont arrivés, cette pratique a perduré, n'a pas cessé suffisamment rapidement. On a le cas actuellement sur les stents posés sur les artères rénales pour protéger le rein ou faire baisser la pression artérielle en cas de sténose artère rénale, même chose. On a encore des pratiques qui sont excessives et on fait une différence entre l'exercice public et privé. Ça, c'est ma diapositive de conclusion, comme ça on a une bonne partie et c'est une réflexion. L'innovation médicale, c'est quelque chose de formidable. Et une des plus belles, c'est l'éradication de la variole. Ça a commencé il y a longtemps, ça a commencé en Turquie avec des méthodes empiriques, après l'anglais Jenner est arrivé, après l'OMS s'y est mis, on a fait disparaître un des fléaux de l'humanité. Et il y a une chose qui est étonnante, c'est que je pense que si on allait à la sortie du Collège de France et on demandait quelles étaient les grandes découvertes, tout le monde, ou beaucoup de gens, ont oublié ce que c'est que cette maladie épouvantable qui était la variole. Et donc, ce que je veux mettre en fin de l'exposé, dans les facteurs humains, c'est que notre capacité à oublier les bonnes nouvelles, l'éradication de la variole, est infiniment supérieure à toujours retenir les événements dramatiques. Et notamment, tous les exemples que je vous ai donnés de drames médicamenteux, etc., on les avait tous en mémoire et je ne vous ai rien appris à ce niveau-là. Donc là, je ne sais pas comment on pourra faire, mais on a vraiment le facteur humain qui nous gêne. Oublier les bonnes nouvelles à ce point-là est vraiment extraordinaire et la défiance est plus forte que nous. Voilà, je finis et je laisse Elias